vidéo, j'ai exposé l'hypocrisie de nos démocrates à propos du concept de liberté. La décision rendue hier par la Cour européenne des droits de l'homme est venue confirmer mes conclusions. Curieusement, cette décision a suscité de grands espoirs chez certains. Pensez-vous, les juges avaient donné raison à un négationniste. Ils ont estimé que la négation du génocide arménien n'était pas un délit. Dès lors, dira-t-on, pourquoi en serait-il autrement avec l'Holocauste? Pourquoi? Eh bien, pour le comprendre, il faut faire l'effort de lire attentivement les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Je me suis procuré l'arrêt rendu hier et qui a donné raison à celui que l'on présente comme un révisionniste du génocide arménien. J'invite le spectateur à lire les articles 213 et suivants. La Cour précise qu'elle n'a pas l'habitude d'intervenir dans les débats d'ordre historique. Et en effet, dans la suite, elle ne prétend pas que le génocide arménien serait une réalité. Dans une opinion dissidente d'ailleurs, plusieurs juges ont reproché à la Cour sa timidité sur ce point avant de préciser que les massacres et déportations subis par le peuple arménien étaient constitutifs d'un génocide relève de l'évident. Le génocide arménien est un fait historique clairement établi. Le nier revient à nier l'évidence. Sans nier qu'il y ait eu des déportations et des massacres, la Cour n'a donc pas déclaré que le peuple arménien avait été victime d'un génocide. D'où sa récente décision qui, dit-on, donne raison à un révisionniste. Mais attention, il n'en va pas de même avec l'Holocauste. Dans un arrêt rendu le 23 septembre 1998, la Cour avait parlé des faits historiques clairement établis, tels l'Holocauste, dont la négation ou la révision se verrait soustraite par l'article 17 à la protection de l'article 10. La Cour pose donc l'Holocauste en fait historique clairement établi. Dès lors, ceux qui contestent cette évidence ne peuvent qu'être des individus de mauvaise foi, des individus agissant pour des mauvaises raisons. C'est précisément ce que déclare l'arrêt rendu hier. On lit: l'ancienne commission avait été saisie sous l'angle de l'article 10, donc de l'article qui garantit la liberté d'expression, d'un certain nombre de requêtes portant sur la négation de l'Holocauste et sur d'autres propos concernant les crimes nazis qu'elle avait toutes déclarées irrecevables. Suit la longue liste de ces affaires. Puis les juges écrivent: dans ces affaires, il s'agissait de propos dont les auteurs, presque toujours des personnes qui défendaient des opinions comparables à celles des nazis ou étaient liées à des mouvements inspirés par le nazisme, jetaient le doute sur la réalité des persécutions et de l'extermination dont furent victimes des millions de juifs sous le régime nazi, affirmer que l'Holocauste était un mensonge inacceptable et une escroquerie sioniste montée de toutes pièces à des fins de manipulation politique, nier ou justifier l'existence des camps de concentration, ou prétender soit que les chambres à gaz n'avaient jamais existé, soit que le nombre de personnes qui avaient été tuées était très exagéré et techniquement irréaliste. Se référant souvent aux antécédents historiques des États concernés, la Commission avait assimilé ces propos à des attaques contre la communauté juive intrinsèquement liées à l'idéologie nazie, antithèse de la démocratie et des droits de l'homme. Elle y avait vu une incitation à la haine raciale, à l'antisémitisme et à la xénophobie, concluant de ce fait que les condamnations pénales prononcées contre leurs auteurs étaient nécessaires dans une société démocratique. Dans certaines de ces affaires, elle s'était appuyée sur l'article 17 pour interpréter l'article 10 paragraphe 2 de la Convention et conforter sa conclusion confirmant la nécessité de l'ingérence. Pour bien comprendre ce raisonnement de nature juridique, deux courts rappels s'imposent. Si, dans son premier alinéa, l'article 10 garantit la liberté d'expression pour tout le monde, dans son deuxième alinéa, il accorde aux États le droit d'apporter des restrictions à cette liberté. L'article 17, quant à lui, interdit d'user des libertés octroyées par les droits de l'homme pour réaliser des objectifs contraires aux droits de l'homme. Quand on sait cela, l'argumentation de la Cour devient claire. Sachant, dit-elle,
que dans le passé, les États dont vous êtes les ressortissants ont porté le national-socialisme au pouvoir ou ont collaboré avec les autorités hitlériennes, alors vos propos sur l'Holocauste peuvent être considérés comme une résurgence de l'antisémitisme nazi. Mais sachant par ailleurs que l'idéologie nationale-socialiste est l'antithèse de la démocratie et des droits de l'homme, alors la liberté d'expression que vous réclamez vous sert à des fins contraires aux droits de l'homme. En conséquence, je peux invoquer l'article 17 pour justifier que dans votre cas, le deuxième alinéa de l'article 10 s'applique, qui restreint votre liberté d'expression. C'est d'une logique implacable. On pourra certes répondre que dans cette affaire, le premier enjeu reste la vérité historique et que la valeur d'une thèse ne dépend pas de celui qui l'exprime. Il est vrai que dans l'affaire Lénier, par exemple, après sa condamnation pour agression et meurtre par la cour d'assises de la Gironde, seul son père clamait son innocence. L'homme n'était naturellement pas impartial, c'était le père du condamné. Pourtant, ses arguments étaient valables, parfaitement valables, puisqu'après plusieurs années de lutte, le fils fut innocenté. Preuve que, dans une affaire, on peut être parti pris et en même temps dire vrai. Par conséquent, on peut être national-socialiste et dire vrai quand on défend le national-socialisme. Mais cet argument de bon sens, la Cour ne l'entendra jamais, puisqu'elle a déclaré que l'Holocauste était un fait historique clairement établi. Pour elle, donc, les révisionnistes sont des menteurs conscients. Cette prise de position lui permet d'ignorer un autre argument évident. Si aujourd'hui, les révisionnistes militants se comptent surtout parmi les sympathisants nationaux-socialistes, c'est que le tabou social est très fort. Dès lors, seules des personnes profondément nationales-socialistes osent braver l'interdit avec toutes les conséquences redoutables que cela comporte. Aujourd'hui, si vous ne croyez pas sincèrement que l'Europe a un besoin urgent du national-socialisme, alors vous n'osez pas tout perdre en clamant haut et fort que l'Holocauste est un mythe. Voilà pourquoi les militants révisionnistes sont en majorité des gens liés à la droite nationale. Mais cela ne signifie pour autant pas que leur thèse relève de l'antisémitisme. Si la parole était vraiment libre, gageons que des personnes de tous les horizons s'afficheraient publiquement révisionnistes. Car s'appuyant sur des arguments rationnels confirmés par la science, le révisionnisme n'appartient à personne. Mais cet argument, la Cour refusera toujours de le prendre en considération, car comment une recherche sérieuse et objective pourrait-elle aboutir à la négation de ce qui est déclaré comme une évidence historique? Voilà pourquoi les juges écrivent que la négation de l'Holocauste, même habillée en recherche historique impartiale, traduit invariablement une idéologie antidémocratique et antisémite. C'est clair. N'allez pas dire que votre travail serait objectif. Ce n'est qu'un habillage, vous répondra-t-on. Un simple déguisement qui ne trompe personne. En vérité, vous êtes antidémocrate et antisémite. Personnellement, si je ne me considère pas démocrate dans le sens actuel donné à ce mot, je me soucie du peuple et de son bien-être. J'ajoute que la démocratie telle qu'on la vit aujourd'hui se révèle être de plus en plus une coquille vide. Les auteurs du pacte civique, qui ne sont pas mes amis politiques, sont contraints de constater. Le vocable démocratie, encore hautement revendiqué, ne parvient plus à susciter en France un projet pour humaniser le vivre ensemble et pour mettre en marche une dynamique susceptible de créer un nouveau contrat social. De son côté, Jacques Gerrier dénonce un très singulier rapport de force qui va jusqu'à saper les fondements de notre démocratie. Plus loin, il déclare vouloir faire bouger le système politique actuel qui obstrue notre démocratie. Quant à Noël Mamère, qui n'est vraiment pas un ami politique, dans son essai sur la tyrannie de l'émotion, il parle de toutes ces lois votées dans l'urgence pour répondre aux faits divers et il écrit « La loi n'est plus l'expression de la volonté générale, comme l'énonce l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. » En devenant bavarde, en s'inscrivant dans la réponse à l'émotion ou en se soumettant à la pression de lobby, la loi fait l'objet de délégitimation. Que reste-t-il donc de cette démocratie que la Cour européenne des droits de l'homme prétend défendre? Je n'hésite pas à le dire, Hitler était plus démocrate que nos démocrates autoproclamés. Passons toutefois, car l'important est ailleurs.
Mes positions révisionnistes n'ont eu pour cause ni pour conséquence l'antisémitisme. Je n'ai rien contre les juifs en tant qu'entité collective et je ne leur dénie pas le droit de bénéficier d'un foyer national. Mais cette justification, la Cour ne l'entendra pas non plus. Pourtant elle devrait, car dans l'arrêt rendu hier elle écrit « La Cour a déjà dit, quoique dans un contexte différent, que des propos contestants, fût-ce en termes virulents, la portée d'événements historiques particulièrement sensibles pour un pays et touchant à son identité nationale, ne peuvent à eux seuls être réputés heurter gravement les personnes visées. Dès lors, on devrait avoir le droit de contester la réalité de l'Holocauste. Mais les juges poursuivent ainsi. Les seules affaires où l'ancienne commission et la Cour ont admis l'existence de telles circonstances sans disposer de preuves spécifiques sont celles se rapportant à la négation de l'Holocauste. Cependant, ainsi qu'il a déjà été relevé, on peut y voir une conséquence du contexte très particulier à l'origine de ces affaires qui a conduit l'ancienne commission et la Cour à admettre que la négation de l'Holocauste, même habillée en recherche historique impartiale, doit invariablement passer pour traduire une idéologie antidémocratique et antisémite et doit donc, en l'état actuel des choses, être considérée comme particulièrement choquante pour les personnes concernées. Les juges avouent donc que la Cour a invoqué des circonstances justifiant une restriction de la liberté, mais sans disposer de preuves spécifiques. Et qu'est-ce qui lui a permis de se passer de preuves? Eh bien, le fait que la négation de l'Holocauste, même habillée en recherche historique impartiale, doivent invariablement passer pour traduire une idéologie antidémocratique et antisémite. C'est toujours la même chose. On pose que l'Holocauste est une réalité historique évidente et on en déduit sans preuve aucune que toute démarche révisionniste est sous-tendue par l'antisémitisme. Et n'allez pas invoquer le temps passé, c'est-à-dire le fait qu'il s'agirait d'événements lointains. Lorsque j'étais en prison, une femme m'a écrit pour me traiter d'égoïste qui ne pensait pas à sa famille et pour me conseiller de me taire désormais. « Mettez vos travaux en sécurité », ajoutait-elle. « Lorsque les temps seront mûrs et les passions apaisées, quelqu'un les sortira et le révisionnisme triomphera. Pour l'heure, il est trop tôt. » Je lui ai répondu que si mes travaux prenaient la poussière sur une étagère, oubliés de tous, personne ne viendrait les sortir au moment voulu. J'ajoutais que les temps ne seraient jamais mûrs. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme vient de me donner raison. Dans l'arrêt rendu hier, les juges écrivent « S'agissant de l'Holocauste, pour la Cour, en criminaliser la négation ne se justifie pas tant parce qu'il constitue un fait historique clairement établi que parce que sa négation, même habillée en recherche historique impartiale, traduit invariablement une idéologie antidémocratique et antisémite. La négation de l'Holocauste est donc dangereuse à double titre, surtout dans les États qui ont connu les horreurs nazies et dont on peut estimer qu'ils ont une responsabilité morale particulière. Se distancer des atrocités de masse commises par eux ou avec leur complicité, notamment en prohibant la négation. Après donc avoir posé que l'Holocauste est une réalité historique incontestable, la Cour invoque la responsabilité morale des États coupables directement ou complices. Ils doivent, dit-elle, se distancer des atrocités de masse commises par eux, donc par les nazis, ou avec leur complicité. Ce qui passe par une interdiction de tout révisionnisme pour les générations suivantes. Et jusqu'à quand cette interdiction? Eh bien, la Cour ayant déclaré que le génocide arménien remontait à 90 ans, à l'époque de l'affaire sur laquelle elle se prononçait, là, dans une opinion dissidente, certains magistrats ont tiré la sonnette d'alarme. Faudrait-il en conclure que d'ici 20 ou 30 ans, la négation de l'Holocauste lui-même serait acceptable au titre de la liberté d'expression? Quid de la compatibilité de ce facteur avec le principe de l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité? Nous voilà donc avertis. Les crimes contre l'humanité étant imprescriptibles, le temps ne fera rien à l'affaire. Le révisionnisme sera prohibé à tout jamais. La Cour justifiant l'interdiction du révisionnisme au motif qu'il traduirait invariablement l'expression d'une idéologie antidémocratique, on en déduit que la proscription du révisionnisme est consubstantielle à la démocratie. Elle durera aussi longtemps que la démocratie durera. Voilà pourquoi réclamer la liberté d'expression pour les révisionnistes sur les fondements de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne servira à rien.
il faut attaquer sous un autre angle. C'est ce que nous avons fait, mon avocat et moi, pour la question prioritaire de constitutionnalité que j'ai déposée l'été dernier auprès de la Cour de cassation. Nous avons remporté une première victoire, ma QPC a été transmise au Conseil constitutionnel. L'avenir dira si on peut faire confiance en la justice ou s'il faut attendre la chute de la démocratie pour enfin retrouver la liberté de parole. Quoi qu'il en soit, la récente décision de la Cour européenne des droits de l'homme a confirmé que sous nos latitudes, l'article 10, qui autorise la liberté d'expression, ne s'applique qu'aux bien-pensants. Cessons donc de réclamer une liberté qui, demandée ainsi, ne nous sera jamais accordée. Bonsoir.